Bon, donc je vais dans Illustrator, je vais remettre les palettes en place. Et je vais créer un nouveau document. Donc on va ici voir la différence entre l'effet spécial transformation et l'effet spécial décalage. Donc allons-y, nouveau document Illustrator. Donc vous allez dessiner à la plume éventuellement une forme libre, donc c'est l'occasion de réutiliser la plume qu'on n'a plus utilisée depuis lundi quasiment. Donc je vous rappelle, le premier point, je le pose sans bouger la souris. Ensuite, deuxième point, cliquer, glisser, puis touche CTRL du PC, commande du Mac pour récupérer la flèche pour pouvoir bouger la moitié de tangente, sauf que ce n'est pas la bonne flèche, donc je vais activer la bonne flèche dans la palette des outils, puis revenir avec l'outil plume, et là, ce sera toujours la flèche blanche qui sera appelée par le raccourci CTRL sur le PC, commande sur le Mac. Voilà. Je vais continuer ici, sauf que le tracé a été interrompu, donc il ne continue pas mon tracé, donc je fais CTRL Z sur le PC, commande Z sur le Mac, et je vais devoir ici indiquer que je recontinue le tracé à partir de là, donc je clique sur le dernier point de construction, voilà, puis je vais mettre ma mini tangente ici, touche commande du Mac, CTRL du PC, et j'ajuste. Voilà. Alors, cette méthode de la micro-tangente est celle qui est préconisée par Adobe parce que ça crée toujours des véritables courbes de Bézier. Si on zoome, donc dans ce cas-ci, peut-être pas parce qu'elle a été supprimée dans le processus, bel exemple, je vais revenir un peu là-dessus après. Si je zoome sur un autre point ici que je clique, avec la flèche blanche, je vois que j'ai deux moitiés de tangente de chaque côté, donc ça veut dire que ce sont des véritables courbes de Bézier. Ça veut dire qu'il n'y a pas une cassure énorme au niveau des points. Une cassure, il y en a une parce que j'ai une petite tangente d'un côté et une grande de l'autre, mais la cassure n'est pas énorme, on est d'accord. Dans le cas de mon premier point, lui il a perdu sa deuxième moitié de tangente, et là j'ai une véritable cassure. Ça se voit au niveau du contour, là, on voit que c'est vraiment cassé. C'est parce que lui, il n'a plus qu'une seule moitié de tangente. En fait, quand j'ai cliqué pour raccrocher avec la plume, j'aurais dû bouger pour créer une tangente. Mais c'est pas grave, je vais en recréer une véritable. Ok ? Donc on appelle ça des courbes de Bézier parce que ça a été inventé par un ingénieur automobile qui s'appelait Pierre Bézier, qui a inventé cette technique pour arriver à décrire des courbes avec très peu de points. Donc en fait, avec 4 points, on arrive à décrire la forme d'une courbe. D'accord ? Ici, j'ai une courbe, celle-ci. Et c'est la position de 4 points qui permet de décrire cette courbe. Donc les 2 points d'ancrage, celui-ci et celui-là, et les 2 poignées de tangente. Ok, donc je continue mon tracé. Là, encore une fois, je l'ai interrompu, donc j'annule et je vais raccrocher. Alors peut-être que cette fois-ci, je ne vais pas faire l'erreur. Je vais, plutôt que de simplement cliquer, je vais cliquer, glisser. Voilà, comme ça, je tire une deuxième moitié de tangente et je n'aurai pas de problème à régler. Vous voyez ? Donc je vous refais la démonstration. Si j'interromps le tracé en cliquant à côté, ou en changeant d'outil, voilà, et que j'essaie de continuer, le tracé est interrompu, donc j'annule. Et puis je vais revenir sur la fin du tracé ici pour indiquer que je continue à partir de là, mais donc cette fois-ci je ne fais pas l'erreur de simplement cliquer. Je vais faire un cliquer, glisser, donc je tire une seconde moitié de tangente, et donc là je suis sûr d'avoir des courbes, véritables courbes de Bézier. Ok, donc c'est une simple forme ici, une simple forme abstraite, juste pour faire des tests. Je reviens sur le premier point ici. Là aussi, je peux cliquer, glisser pour lui faire une tangente pour que ça raccorde. Parce que si je fais simplement cliquer, le premier point n'aura qu'une moitié de tangente. Là, il en a 2. Normalement.
Non, il n'en a qu'une. Tiens, tiens. Ok, ben je vais lui en mettre deux. Alors, quand vous avez des points qui n'ont pas deux moitiés de tangente, comme c'est le cas ici, ben je vais simplement, avec l'outil de conversion, qui est derrière la plume ici, l'outil de conversion, je vais simplement enlever les tangentes existantes, en fait la seule tangente existante, et puis je vais en remettre. Donc quand je dis je vais enlever la seule tangente existante, c'est la seule moitié de tangente existante que je vais enlever avec l'outil de conversion. Cet outil de conversion, on l'a vu, si vous enfoncez la touche Alt pendant que vous avez la plume activée, c'est son raccourci en fait. Donc je clique sur le point d'ancrage, ça enlève les tangentes. Puis je fais cliquer-glisser sur le point d'ancrage, ça en remet une. Attention à ne pas faire un nœud comme ceci. Il faut aller dans le bon sens, comme ceci. Voilà. Donc je vais refaire pour le point ici. Avec la touche Alt, je clique, ça enlève la moitié de tangente. Je reviens, je fais un cliquer-glisser. Si je fais un nœud comme ça, c'est pas bon, je dois aller dans l'autre sens. Et voilà. Donc voilà, c'était l'occasion de reparler de la plume et d'amener des précisions par rapport à ce qu'on avait fait précédemment. Donc cette forme, je peux lui donner une couleur de fond. Je vais aller chercher les Pantones dans le menu de la palette nuancier, ouvrir la bibliothèque de nuances, catalogue de couleurs. Voilà, je vais attacher cette palette avec celle du nuancier. D'abord je détache celle du nuancier, puis je vais attacher la palette Pantone à celle du nuancier, voilà comme ça. Elles sont toutes les deux au même endroit. Je gagne de la place sur l'écran. Donc les Pantones sont des encres qui sont utilisées chez l'imprimeur. On crée la couleur avant de mettre l'encre dans la presse. La couleur est créée par mélange. Donc les couleurs ne sont pas comme en quadri, créées par superposition de cyan, magenta, jaune, noir. Ce sont des encres déjà en couleur, avec la bonne couleur, avant même d'aller dans la presse. Il y en a plus de 700, mais en fait, elles sont créées par des formules de mélange des couleurs de base. Les premières Pantones que vous avez là sont les couleurs, les véritables encres qui existent, qui sont vendues par Pantone aux imprimeurs. Et ils les mélangent, ces encres de base, celles qui portent des noms là. Ils les mélangent pour obtenir les autres couleurs, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ils ont des machines pour mélanger les encres, pour préparer les Pantones. Donc ne croyez pas qu'il existe 700 encres Pantone vendues par Pantone, il en existe beaucoup moins que ça. On les voit là. Et c'est l'imprimeur qui crée son encre. Alors je pourrais dire beaucoup plus à ce propos, mais puisque j'ai touché ici aux encres Pantone, j'amène également une petite information supplémentaire à propos des encres Pantone. Le fait qu'il n'y en a pas 700 qui existent vendues par Pantone, mais qu'en fait ce sont des encres de base qu'on mélange, que l'imprimeur mélange avec ses machines, et le pourcentage de mélange, c'est vraiment au centième de pourcent, c'est très précis. Ok, donc je vais attribuer une couleur à cette forme et je vais rapidement faire un trou dans la forme grâce au système du Pathfinder par exemple. Bon, alors... Donc je vais faire le trou, je peux rapidement faire ça avec un cercle, je pourrais le faire avec la plume aussi, oui, pourquoi pas, la plume, clic, ah non, si je veux faire les choses vraiment proprement, et ne pas devoir recréer une tangente après, je peux faire un clic et glisser. Alors je vous ai dit, le premier point, il ne faut jamais faire un clic et glisser, il faut simplement cliquer. Pourquoi est-ce que je vous ai dit ça? C'est parce que les débutants ont tendance à faire ceci. Ils essayent de dessiner et ils créent une tangente géante.
Mais si vous savez qu'il faut faire une petite tangente, ce n'est pas un problème, vous faites une petite tangente, vous dirigez à peu près dans le sens où vous voulez faire la suite de la forme, ça va. Vous savez que vous n'avez pas fait un trait, là, vous avez simplement fait un point avec une tangente. Tangente suivante, touche commande du Mac, CTRL PC, j'ajuste, etc. Voilà, nous allons donc créer une forme avec ce trou. Je reviens sur le premier, cliquer, glisser, voilà. Donc pour arriver à faire un trou avec cette forme, je sélectionne les deux formes, et je vais utiliser le Pathfinder. Alors parfois vous allez voir que dans Illustrator on vous propose d'utiliser Objet, Tracé transparent, Créer. Objet, Tracé transparent, Créer. En fait ça revient au même que d'utiliser le Pathfinder. Parfois, quand on fait des formes à plusieurs trous, la méthode Objet, Tracé transparent, Créer ne fonctionnera pas bien. Et il faudra passer par le Pathfinder. Mais sinon, quand on n'a que deux formes comme ceci, ça marche toujours très bien. Je vais annuler et faire un petit test ici. Vous ne le faites pas. Je fais juste le petit test. Qu'est-ce qui se passerait si je fais Objet, Tracé transparent, Créer en ayant deux trous. Mais dans ce cas-ci, ça a bien marché. J'annule. Je vais supprimer le cercle ici. Voilà. Donc, juste au passage, je vous dis que la fonction du Pathfinder existe également sous cette forme-ci. Alors, pourquoi est-ce que ça existe sous cette forme-là? C'est l'ancienne forme. Le Pathfinder est apparu dans l'évolution d'Illustrator à un certain moment. Il n'existe pas depuis le début. Et donc, au début de Illustrator, quand on voulait faire des formes avec des trous, il fallait passer par Objet, Tracé transparent, Créer. Maintenant, je peux passer par le Pathfinder sans problème. Systématiquement, menu Fenêtre, Pathfinder. Et je vais indiquer que je veux une forme où ça s'exclut, ça fait un trou là où les deux formes se superposent. Exclusion. Donc si je fais fenêtre, si je fais affichage, afficher le damier de transparence, on voit que c'est véritablement un trou. Et vous avez remarqué bien entendu que j'ai dessiné un vase design. Je rigole. Alors, cette forme à trou, je vais la dupliquer. Moi, il ne le fait pas. Donc, je vais dupliquer la forme ici avec la touche Alt, avec la flèche pendant que je déplace. Donc, il s'agit bien d'une forme, puisque maintenant j'ai fait un tracé composite. À la place de deux objets, j'en ai plus qu'un seul dans la palette des calques. Donc, c'est un tracé qu'ils appellent transparent, mais en réalité, ça devrait s'appeler tracé composite. D'ailleurs, dans d'autres logiciels de graphisme, quand on fait ce genre de choses, vous verrez le mot tracé composite. Donc je vais avec la touche Alt et la flèche déplacer, voilà. Ok. Ce qui va me permettre de faire des petits tests. Je peux réduire ça un peu si je veux avec la transformation manuelle. Dans mon cas, j'ai fait un peu grand par rapport à ma page, voilà. Ok. Je vais enregistrer déjà le fichier ici, il ne faudrait pas perdre ça. Et comme c'est le premier exercice de la journée, je vais créer un dossier avec le nom de la date d'aujourd'hui. Donc on est en train d'étudier les différences entre transfo de contour et décalage de contour. Voilà. Hier, on a fait de la transformation de contour. Donc, si vous vous souvenez, on a fait de la transformation de contour pour donner l'impression que le contour ne colle pas
au tracé. Le tracé est rempli par la couleur unie. Par contre, le contour, on a demandé qu'il s'éloigne. Donc mon trait de crayon, c'est là vraiment où j'ai le tracé. Et le contour a été décalé. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait hier. Ok. Alors, sur les deux formes, je vais mettre d'un coup le même contour. Donc je sélectionne les deux formes. J'indique que je mets un contour. Et je vais aller choisir la couleur. Ok, l'épaisseur là au-dessus éventuellement. Voilà. Ok, ça marche. Bien. Alors, je sélectionne maintenant uniquement l'objet de gauche et je vais refaire l'opération d'hier. C'est certainement pas superflu de faire un petit rappel comment je détache le contour du fond. C'est via la palette aspect, donc menu fenêtre aspect éventuellement. Via la palette aspect, il faut indiquer qu'on travaille uniquement sur le contour. Donc je clique dans la palette aspect sur la ligne qui concerne le contour. Actuellement, le contour, qu'est-ce qu'il a? Un réglage d'opacité, mais il est normal. Il n'y a pas de problème, c'est opaque à 100%, rien n'a changé. Et je vais ajouter en plus, l'effet de transformation. Donc menu effet, distorsion et transformation. Transformation. Effet, distorsion et transformation, transformation. Je coche la case aperçue et je joue sur la mise à échelle éventuellement. Voilà. Si je mets 110% en vertical et en horizontal, le contour s'agrandit de 10%, comme on le voit. Voilà ce que ça donne. Bien. Hier, on avait joué également sur le déplacement, mais je ne vais pas le faire ici. C'est bon comme ça. Donc, le problème que tu avais, c'est que suite au tracé transparent qu'on a créé via le Finder, tu as obtenu des groupes. Est-ce que tu étais allé par le Finder ou par le menu objet tracé transparent créé? Par le Finder. Donc, il est possible que d'autres ici dans le local aient le même problème. Donc, ce qui se passait, c'est que les objets, l'un et l'autre, sont dans des groupes que je peux recréer le problème en faisant objet associé. Voilà, en sélectionnant un objet et puis faire objet associé. En fait, je mets l'objet dans un groupe. Donc, c'est un peu bizarre parce qu'il n'y a qu'un seul objet là. Mais en tout cas, voilà. Si c'est le groupe qui est sélectionné, si je clique sur l'objet ici de gauche, je sélectionne le groupe. À l'intérieur du groupe, l'objet n'est pas sélectionné. On n'a pas la double cible à cet endroit-ci. Eh bien, dans ce cas-là, la palette aspect, évidemment, ne me montre pas que c'est un objet avec un fond, dans mon cas, rose et un contour couleur ocre. Non, puisque, en fait, c'est ce qui concerne le groupe. Si je veux vraiment modifier l'objet, je dois, ici, descendre, cliquer pour le sélectionner. Et voilà. Ou alors, on a vu que si on double-clique, on passe en mode isolation. Je suis descendu dans le groupe. Là, je suis au niveau de l'objet. Voilà, mode isolation. Je travaille sur le tracé transparent. Ça, c'est aussi une solution. Le double-clic pour passer en mode isolation, puis je vais remonter ici. Ok. Mais donc, dans ce cas-ci, j'aime autant faire comme ceci. Voilà. Mais Thierry, malgré tout, si je veux appliquer l'effet,
Donc le problème des groupes, quel intérêt on peut avoir à mettre un effet spécial sur un groupe, on va le voir un peu plus tard. On y reviendra. Donc ok, je continue ici. Donc j'ai mis un effet de transformation. On sait bien que si on veut le modifier, il faut absolument retourner dans la palette aspect, il ne faut pas retourner dans le menu effet. Une fois que l'effet spécial est mis sur un objet, pour le transformer, je dois retourner ici et cliquer sur transformation. Et donc il n'agit que sur le contour, bien entendu, celui-ci. Voilà, si je mets 120-120, j'augmente à 120% le contour, case aperçue, et voilà. Ok, on voit ce que ça donne. Alors, il est fort probable que visuellement, ce n'est pas ce que vous voudrez obtenir. Dans le cas des fleurs, des pétales qu'on a fait hier, c'était pas mal. Mais si vous voulez que le contour soit à une distance constante par rapport au fond, il va falloir utiliser autre chose, et c'est ce que je suis en train de vous montrer ici, la différence entre la transformation de contour et le décalage de contour. Donc ici, dans ce cas-ci, je vais sélectionner l'objet de droite. Attention, c'est le groupe qui s'est sélectionné si vous avez des groupes, donc on va plutôt aller sélectionner le tracé lui-même vraiment dans le groupe via la palette des calques par exemple. Et dans la palette aspect, je vais indiquer que je travaille uniquement donc sur le contour, parce que la forme doit rester à cette dimension-là, c'est le contour qui doit bouger. Donc je dis que je clique sur le contour, que je travaille sur le contour. J'indique que je travaille sur le contour de cet objet que je viens de sélectionner ici. Et je vais cette fois-ci dans le menu Effet, Effet, Tracé, Décalage. Effet, Tracé, Décalage. Je coche la case Aperçu et voilà. Et vous faites varier la valeur ici. Alors, une fois que je l'ai sélectionné, je peux jouer avec les flèches haut et bas du clavier. Ça me permet d'éviter de devoir réinscrire chaque fois la même valeur là. Voilà. Donc c'est pas du tout la même chose en fait au niveau du résultat. On est d'accord. Donc un peu plus tard dans la journée ici, nous allons mettre des effets, des contours comme ça en décalage sur du texte. Et c'est ce qu'il faudra mettre si on veut cet effet régulier de contour à une distance constante par rapport au fond. Ce sera un effet de décalage. Voilà. Donc, il n'y a même pas besoin de sélectionner la valeur. Simplement cliquer là et jouer avec les flèches haut et bas sur le clavier. Case aperçue, ce sera mieux pour voir ce que ça donne. Voilà. Ok. Contour intérieur, comme mon trou est petit, il est caché. Il n'y a pas moyen. D'accord, donc le trou là est petit et le contour ne se voit pas, donc tu peux éventuellement essayer, bien entendu, je vais aller voir le problème, parce que là je le visualise pas trop. Le contour est déjà au-dessus du fond, en fait, ici. Ça veut dire même que si je fais une valeur négative, voilà, si je mets une valeur négative à la place de positive, il va déborder sur le fond. Et on le voit parce qu'il est au-dessus. L'intérieur va être au-dessus aussi. Donc ça peut être intéressant aussi. Un décalage négatif.